Ils ont acheté un terrain pour presque rien et pensaient avoir fait l'affaire de leur vie. Mais une vieille construction au centre du terrain a tout changé. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de la grange abandonnée a bouleversé leur vision du passé de cet endroit. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. Michael et Ethan n'avaient jamais eu l'impression que la chance s'arrêtait souvent à leur porte. Ils avaient grandi ensemble, appris à compter l'un sur l'autre et accepté, au fil des années, que la vie leur offrirait davantage d'efforts que de coups d'éclat. Michael, l'aîné, portait sur le monde un regard prudent, presque méthodique, comme s'il cherchait toujours à prévoir la prochaine difficulté avant qu'elle ne surgisse. Ethan, plus impulsif, se laissait guider par l'intuition et par une confiance instinctive dans les décisions prises sur le moment. Malgré ces différences, ils partageaient une même fatigue, celle de la ville et de son bruit constant, des journées trop longues et des nuits trop courtes, de la sensation persistante de courir sans jamais vraiment avancer. Depuis quelque temps, l'idée d'un départ prenait de plus en plus de place dans leurs conversations. Ils parlaient d'air libre, de silence au matin, de la possibilité d'offrir à leur famille un espace qui ne serait pas comprimé entre des murs trop proches. Ils imaginaient un jardin, un verger peut-être, une maison bâtie de leurs propres mains, loin des regards pressés et des routes saturées. Ce n'était pas un rêve extravagant, seulement un désir de stabilité et de simplicité, une tentative de se réapproprier un rythme plus humain. Pourtant, la réalité financière imposait ses limites, et chaque terrain qu'ils visitaient semblait toujours hors de portée. C'est presque par hasard que Michael tomba sur l'annonce de la vente aux enchères en ligne. Une vaste parcelle de terre à la périphérie d'une petite ville, proposée à un prix étonnamment bas, presque dérisoire. Il en parla à Ethan sans réelle conviction, plus comme on évoque une curiosité que comme un projet sérieux. Mais à mesure qu'ils parcouraient les rares informations disponibles, quelque chose s'installa entre eux, une sensation discrète mais persistante que cette opportunité, aussi floue fût-elle, méritait d'être considérée. Les photos étaient peu nombreuses et mal cadrées, les descriptions vagues, et il manquait des détails essentiels. Pourtant, la somme demandée semblait si basse qu'elle en devenait suspecte, comme si personne n'avait vraiment voulu de cette terre. La veille de la clôture des enchères, ils hésitèrent encore. Michael évoqua les risques, les imprévus, les coups cachés qui surgissent toujours trop tard. Ethan répondit que rester immobile comportait ses propres dangers, ceux de l'usure lente et du regret. Finalement, dans un mélange de prudence et d'audace, ils validèrent l'achat. Le geste fut presque banal, un clic de souris suivi d'une confirmation électronique, mais ils eurent tous deux la sensation d'avoir franchi une frontière invisible. Le jour où ils prirent la route pour découvrir leur acquisition, l'excitation se mêlait à une inquiétude sourde. La route s'étirait devant eux, quittant peu à peu les axes principaux pour se transformer en chemin plus étroit, bordé de champs et de bois. Michael conduisait en silence, concentré sur le paysage qui défilait, tandis qu'Ethan observait les environs avec une curiosité croissante. À mesure qu'ils s'éloignaient de la ville, le bruit se dissipait, remplacé par un calme presque déroutant. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la lisière de leur terrain, le premier regard qu'ils posèrent sur la terre achetée tempéra aussitôt leur enthousiasme. Le sol était irrégulier, couvert de hautes herbes et de buissons sauvages. Des pierres affleuraient, ici et là, témoins d'un passé agricole oublié, et les restes d'anciennes clôtures rouillées traçaient des lignes brisées dans le paysage. Il était évident que personne ne s'était soucié de cet endroit depuis de longues années. Ethan tenta de plaisanter, parlant de potentiel et de possibilités, mais Michael ressentit une pointe de doute. Il se demanda s'il n'avait pas sous-estimé l'ampleur du travail qui les attendait. Ils commencèrent à marcher, inspectant les limites de la parcelle, imaginant malgré tout où pourrait se dresser la maison, où le jardin trouverait sa place. C'est alors qu'ils aperçurent quelque chose qui n'apparaissait sur aucun des documents reçus lors de l'achat. Au centre exact du terrain, comme posé là par une volonté obstinée du passé, se dressait une structure métallique. Une grange, ou plutôt ce qu'il en restait, figée dans un état de décrépitude avancée. Elle semblait attendre, silencieuse, qu'on la remarque enfin. Ils s'approchèrent lentement, partagés entre la curiosité et une forme d'appréhension. Le bâtiment était entièrement recouvert de rouille, ses parois marquées par les traces du temps et des intempéries. Le toit, affaissé par endroits,
laissait entrevoir le ciel à travers des ouvertures irrégulières. Les portes, massives, étaient maintenues closes par une chaîne épaisse, elle-même verrouillée par un cadenas usé. Michael fit le tour de la grange, cherchant un indice, une plaque, quelque chose qui expliquerait sa présence. Rien. Comme si cette construction avait été effacée de toute mémoire officielle. Ethan tenta d'ouvrir les portes, d'abord avec précaution, puis avec plus de force, mais la chaîne tint bon. Autour d'eux, le sol était jonché de débris métalliques et de pierres. Après quelques minutes, Ethan repéra un lourd tube d'acier à moitié enfoui dans la terre. Ils échangèrent un regard silencieux, conscients qu'ils franchissaient un pas irréversible. À deux, ils utilisèrent le tube comme levier, forçant la chaîne jusqu'à ce qu'elle cède dans un bruit sec et brutal. Le son résonna étrangement dans l'air calme, comme une rupture plus profonde qu'un simple métal rompu. Lorsqu'ils poussèrent enfin les portes, une odeur de fer humide et de poussière ancienne les enveloppa. L'intérieur était plongé dans une pénombre presque totale. Ils allumèrent leurs lampes et avancèrent prudemment, leurs pas résonnant sur le sol froid. L'espace n'était pas vaste, mais il était organisé d'une manière inattendue. Au fond, contre un mur, se trouvaient plusieurs caisses en bois, soigneusement alignées, chacune fermée par un petit cadenas. Cette ordonnance contrastait fortement avec l'état extérieur du bâtiment, comme si quelqu'un avait voulu préserver ce qui se trouvait à l'intérieur, même lorsque tout le reste avait été abandonné. Ils s'approchèrent des caisses, le cœur battant un peu plus vite. Michael posa la main sur l'une d'elles, hésita un instant, puis força le cadenas. Le couvercle s'ouvrit dans un grincement discret, révélant des piles de documents jaunis, des photographies anciennes et un rouleau de papier épais. Ils sortirent ce dernier avec précaution et le déroulèrent. Il s'agissait d'un plan architectural d'une précision remarquable. Les lignes étaient nettes, les mesures rigoureusement indiquées, témoignant d'un travail patient et méticuleux. Dans le coin inférieur droit, une signature attira immédiatement leur attention. Les lettres AR étaient inscrites à l'intérieur d'un triangle inversé, tracé d'un geste sûr. Les photographies montraient des visages sérieux, mais empreints d'une chaleur étrange. Une famille posait devant une grande demeure qui ne ressemblait à rien de connu dans la région actuelle. Les vêtements, l'attitude, tout indiquait une autre époque. Michael sentit un frisson le parcourir. Ce symbole, ces initiales, éveillait en lui une sensation familière, sans qu'il parvienne à en identifier l'origine. Plus il observait les images, plus il avait l'impression d'être observé en retour, comme si ses regards figés cherchaient à traverser le temps. Ils restèrent longtemps dans la grange, examinant le contenu de la caisse, puis des autres, découvrant toujours plus de documents, de plans et de photographies. Peu à peu, la certitude s'imposa que cette construction n'était pas un simple vestige sans importance. Elle était un point d'ancrage, le fragment visible d'une histoire volontairement dissimulée. Michael referma finalement la caisse et se redressa. Il regarda autour de lui, puis posa les yeux sur Ethan. À cet instant précis, ils comprirent tous deux que la terre qu'ils avaient achetée ne se résumait plus à un projet de maison et de jardin. La grange était devenue le centre de tout, la clé d'un passé qui demandait à être révélé. Sans prononcer un mot, ils commencèrent à charger les documents dans la voiture. Le soleil déclinait déjà, projetant des ombres longues sur le terrain, et tandis qu'ils quittaient les lieux, Michael eut le sentiment que ce qu'ils laissaient derrière eux n'était qu'une apparence. Quelque chose les attendait encore, enfoui sous le silence et le temps, prêt à transformer leurs décisions impulsives en un chemin dont ils ne connaissaient pas l'issue. Ils quittèrent le terrain alors que la lumière du jour commençait à décliner, emportant avec eux les caisses les plus légères et laissant le reste soigneusement replacé dans la grange refermée. Le trajet du retour se déroula presque en silence. Michael conduisait avec une attention inhabituelle, comme si chaque virage exigeait désormais une concentration accrue, tandis qu'Ethan tenait sur ses genoux un dossier de documents, les feuilletant sans vraiment les lire. L'excitation ressentie quelques heures plus tôt avait laissé place à une tension sourde, à cette impression diffuse que quelque chose d'important venait d'entrer dans leur vie sans leur demander la permission. Une fois rentrés, ils installèrent les papiers sur la grande table du salon. La lumière artificielle révélait des détails qu'ils n'avaient pas remarqués dans la pénombre de la grange. Les feuilles portaient des traces d'humidité ancienne, mais l'encre avait résisté au temps. Les photographies, malgré leur âge, conservaient une netteté troublante. Michael prit le plan architectural et l'étudia longuement,
suivant les lignes du bout des doigts, comme pour en comprendre l'intention profonde. Ethan, de son côté, s'attardait sur les visages, tentant d'y lire une histoire, un lien caché. Très vite, ils comprirent qu'ils ne pourraient pas avancer seuls. Le lendemain matin, ils se rendirent à la bibliothèque municipale de la petite ville voisine. Le bâtiment, ancien et discret, dégageait une atmosphère feutrée, propice à la réflexion et au travail patient. Les étagères chargées de livres semblaient garder en silence les souvenirs de générations entières. Ils expliquèrent brièvement leur démarche à la bibliothécaire, sans entrer dans les détails les plus troublants, et demandèrent l'accès aux archives locales. Les heures passèrent à consulter des registres, des journaux jaunis et des cartes anciennes. Ils cherchèrent les initiales AR, le symbole du triangle inversé, toute mention d'une famille ou d'un propriétaire correspondant aux éléments découverts. Les noms défilaient, les dates s'accumulaient, mais rien ne correspondait vraiment. Chaque piste semblait s'éteindre aussi vite qu'elle apparaissait. Michael ressentait une frustration croissante, tandis qu'Ethan refusait d'abandonner, persuadé que la réponse se trouvait quelque part entre ces murs. Ils explorèrent les archives foncières, comparèrent les plans anciens aux documents récents, tentant de comprendre l'évolution du terrain qu'ils avaient acheté. Là encore, les informations semblaient incomplètes, comme si certaines pages avaient été volontairement retirées. Plus ils cherchaient, plus l'absence de données devenait éloquente. Ce silence documentaire n'était pas accidentel. Il témoignait d'une volonté d'effacement, d'un oubli organisé. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, la fatigue commença à peser sur eux. Les soirées se terminaient souvent par de longues discussions, où ils tentaient de donner un sens à ce qu'ils avaient vu et à ce qu'ils n'avaient pas trouvé. Michael exprimait ses doutes, craignant qu'ils ne poursuivent une chimère, tandis qu'Ethan défendait l'idée que cette absence même était la preuve que quelque chose d'important avait été caché. Finalement, ce fut Ethan qui proposa une autre approche, plus simple, presque désuète. Publier une annonce dans le journal régional, espérant que la mémoire collective comblerait les lacunes des archives officielles. Ils rédigèrent le texte avec soin, décrivant brièvement les documents retrouvés et mentionnant les initiales AR, sans révéler l'emplacement exact de la grange. L'annonce fut publiée quelques jours plus tard, puis commença l'attente. Les semaines passèrent sans qu'aucune réponse ne parvienne. Chaque matin, Michael jetait un œil au téléphone, espérant un appel, tandis qu'Ethan consultait la boîte aux lettres avec une régularité presque obsessionnelle. Peu à peu, l'espoir s'émoussa. Ils reprirent leurs activités quotidiennes, mais l'ombre de la grange et de son mystère planait constamment sur leurs pensées. Presque 2 mois s'étaient écoulés lorsque le téléphone sonna tôt un matin. Ethan décrocha, encore à moitié endormi. Une voix âgée, mais assurée, se présenta comme celle d'un chercheur local, un passionné d'histoire régionale. L'homme expliqua qu'il avait lu leur annonce et qu'il pensait pouvoir les aider. Il affirma reconnaître le symbole et les initiales et leur demanda s'ils accepteraient de lui montrer les documents en question. Le ton calme et confiant de son interlocuteur dissipa immédiatement la lassitude accumulée. Ils acceptèrent sans hésiter. La rencontre eut lieu dans la maison du vieil homme, située à l'écart du centre-ville. L'intérieur était encombré de livres, de cartes et de dossiers empilés avec un désordre savamment entretenu. Dès qu'ils sortirent les documents, le regard de l'historien s'illumina. Il prit le temps de les examiner un à un, caressant presque les pages, comme s'il retrouvait de vieux amis. Lorsqu'il aperçut le plan et la signature, un sourire discret se dessina sur son visage. Il prononça alors un nom qui résonna étrangement dans l'esprit de Michael. Albert Richardson. Selon l'historien, cet homme avait été l'un des plus riches propriétaires terriens de la région à la fin du XIXe siècle. Sa fortune provenait de vastes domaines et d'investissements avisés, et son influence s'étendait bien au-delà des limites du comté. Pourtant, malgré cette importance, les dernières années de sa vie restaient enveloppées de mystères. Les archives mentionnaient brusquement la disparition de son nom, comme si sa lignée s'était éteinte sans laisser de traces. Michael ne put s'empêcher de réagir en entendant ce nom. Il mentionna, presque malgré lui, que Richardson était également le sien. L'historien leva alors les yeux vers lui et hocha lentement la tête, sans paraître surpris. Ce geste silencieux fut plus troublant que n'importe quelle explication. Comme pour appuyer ses propos, le vieil homme se leva
et sortit d'une armoire un autre document soigneusement protégé. Il s'agissait d'un plan ancien du terrain, datant de la même époque que celui trouvé dans la grange. En le dépliant sur la table et en le comparant au leur, ils remarquèrent immédiatement une anomalie. Une partie du bâtiment représenté sur le plan original avait disparu des versions officielles ultérieures. Une pièce manquait, exactement à l'endroit où se dressait aujourd'hui la grange métallique. En superposant les feuilles et en les observant à la lumière, la divergence devint évidente. Quelqu'un avait volontairement supprimé cette section de l'histoire. Ce constat bouleversa profondément Michael et Ethan. Ils quittèrent la maison de l'historien avec le sentiment d'avoir franchi un seuil invisible. La grange n'était plus seulement une construction abandonnée, mais le dernier indice tangible d'un passé effacé avec soin. Alors qu'ils reprenaient l'un et la route vers leur terrain, une certitude s'imposait à eux. Les réponses qu'ils cherchaient ne se trouvaient plus dans les livres ou les archives, mais là-bas, sous leurs pieds, dissimulés dans la terre même qu'ils avaient achetée sans en connaître la véritable valeur. Le retour sur le terrain se fit dans un état d'esprit radicalement différent de leur précédente visite. Cette fois, Michael et Ethan ne voyaient plus la parcelle comme un simple espace à transformer, mais comme un lieu chargé de strates invisibles, un territoire où chaque mètre carré semblait dissimuler une intention ancienne. La conversation avec l'historien résonnait encore dans leurs pensées, et le nom d'Albert Richardson donnait désormais une cohérence troublante à tout ce qu'ils avaient découvert jusque-là. La route leur parut plus courte, comme si l'impatience avait contracté le temps. Dès qu'ils descendirent de la voiture, leurs regards se tournèrent presque instinctivement vers la grange. Elle se dressait exactement comme ils l'avaient laissée, immobile, silencieuse. Mais il leur sembla qu'elle avait changé, non pas dans sa forme, mais dans ce qu'elle représentait. Elle n'était plus un vestige accidentel, mais un marqueur précis, placé là pour signaler quelque chose d'essentiel. Michael ressentit un frisson en repensant au plan superposé sur la table de l'historien, à cette pièce manquante effacée des documents officiels. Il eut soudain la certitude que la grange n'était qu'une façade. Ils commencèrent par en faire lentement le tour, observant le sol avec une attention nouvelle. Ethan se penchait régulièrement, ramassait des cailloux, les déplaçait, frappait parfois la terre du talon. Le terrain semblait ordinaire, dur par endroits, meuble à d'autres, mais rien ne trahissait à première vue la présence d'une structure cachée. Pourtant, en s'éloignant légèrement de la grange, Ethan perçut un son différent sous ses pas. Un bruit sourd, presque creux, qui contrastait avec la solidité du sol environnant. Ils échangèrent un regard sans parler. Michael s'approcha à son tour et frappa doucement la terre avec le pied. Le même écho discret se fit entendre, comme si le sol dissimulait un vide. Plus loin, à quelques pas, le bruit redevenait plein et dense. La différence était subtile, mais indéniable. Ils se mirent alors à dégager la surface, écartant les pierres et la terre accumulées au fil des années. Le travail était lent et éprouvant, mais aucun d'eux ne songea à s'arrêter. Après près d'une demi-heure d'effort, une forme rectangulaire apparut sous la couche de terre. Il s'agissait d'un panneau de bois épais, usé par le temps, mais encore solide. Un couvercle, ou plutôt un ancien accès. En le nettoyant davantage, ils distinguèrent une poignée métallique ternie et juste à côté, l'extrémité d'une échelle descendant dans l'obscurité. Le silence autour d'eux sembla soudain plus lourd, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Fixée au mur intérieur de la grange, à quelques mètres de là, se trouvait une vieille lampe à huile. Michael la décrocha avec précaution. Elle était couverte de poussière, mais intacte. Il doutait qu'elle puisse encore fonctionner. Pourtant, quelque chose le poussait à essayer. Ils trouvèrent un reste d'huile dans un récipient oublié et remplirent le réservoir. Lorsqu'il alluma la mèche, une flamme douce et dorée s'éleva, vacillante mais stable, projetant une lumière chaude qui contrastait avec la froideur du métal environnant. Tenant la lampe devant lui, Michael s'agenouilla et commença à descendre l'échelle, suivi de près par Ethan. À chaque pas, l'air devenait plus frais, chargé d'une odeur de bois ancien et de papier. Le faisceau de lumière révéla peu à peu un espace soigneusement aménagé. Ce n'était pas un simple sous-sol, ni une cache improvisée, mais une véritable pièce, pensée et organisée avec soin. Les murs étaient solides, les planches ajustées avec précision. Des meubles anciens, mais bien conservés, occupèrent l'espace. Une table massive se dressait au centre, entourée de chaises.
Des étagères longeaient les murs, chargées de livres reliés, disposés avec ordre. Tout donnait l'impression que la pièce avait été abandonnée volontairement, comme si son occupant avait su qu'il reviendrait un jour, ou que quelqu'un d'autre prendrait sa place. Sur le mur du fond, éclairé par la lueur de la lampe, se trouvait un grand portrait. Il représentait Albert Richardson entouré de sa famille, exactement comme sur les photographies découvertes dans la grange. Les visages étaient peints avec une précision saisissante. Et dans le coin inférieur du tableau figurait, une fois encore, le triangle inversé et les initiales AR. Michael sentit son cœur se serrer. Cette répétition du symbole ne pouvait être un hasard. En s'approchant du portrait, Michael remarqua que l'un des angles du cadre semblait légèrement décollé du mur. Il posa la main dessus et sentit une résistance inhabituelle. Avec précaution, il souleva le coin de la toile. Derrière, dissimulé dans l'épaisseur du mur, se trouvait une petite niche. Un objet tomba au sol dans un léger cliquetis. C'était une clé ancienne, lourde, accompagnée d'une enveloppe épaisse scellée par un cachet de cire. Le symbole gravé dans la cire était identique à celui qu'ils avaient vu partout ailleurs. Ils ouvrirent l'enveloppe avec une attention presque solennelle. La lettre qu'elle contenait était rédigée d'une écriture élégante et assurée. Elle expliquait que celui qui découvrirait cette pièce appartenait au sang de son auteur et qu'il était en droit de recevoir ce qui avait été dissimulé aux yeux du monde. Les mots parlaient de protection, de transmission et de la nécessité de préserver un héritage que l'époque n'aurait pas compris. Guidés par les indications de la lettre, ils déplacèrent un meuble contre le mur opposé. Derrière se trouvait une porte dissimulée, presque invisible. Michael introduisit la clé dans la serrure. Le mécanisme résista un instant, puis céda dans un bruit sourd. La porte s'ouvrit lentement, révélant une petite pièce où étaient rangés plusieurs coffres massifs. En les ouvrant, ils découvrirent des pièces d'or et d'argent soigneusement empilées, témoins d'une richesse bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Ils restèrent longtemps immobiles, incapables de parler. Ce qu'ils voyaient dépassait de loin une simple découverte matérielle. C'était la preuve tangible d'un passé qui avait traversé le temps pour les atteindre. Michael sentit le poids de cette révélation l'envahir. À cet instant, il comprit que leur vie venait de basculer définitivement, non pas seulement à cause de la richesse révélée, mais parce qu'ils venaient de renouer un lien rompu depuis plus d'un siècle. Et tandis qu'ils refermèrent les coffres, une question s'imposait déjà à eux, silencieuse et pressante. Que faire d'un héritage aussi lourd de sens et comment honorer celui qui l'avait confié à l'avenir? Les jours qui suivirent la découverte de la pièce souterraine passèrent comme dans un état de demi-conscience. Michael et Ethan continuaient à vivre, à travailler, à répondre aux obligations ordinaires. Mais tout leur paraissait désormais distant, comme si une couche invisible s'était interposée entre eux et le monde. La vision des coffres ouverts, le reflet terne de l'or et de l'argent, et surtout les mots de la lettre ne cessaient de revenir les hanter. Ce n'était pas seulement la richesse qui les troublait, mais le sentiment d'avoir été choisi, appelé à reprendre quelque chose qui avait été mis en attente pendant plus d'un siècle. Ils retournèrent plusieurs fois dans la pièce cachée, non pour ouvrir à nouveau les coffres, mais pour s'imprégner du lieu. Chaque objet semblait chargé d'une intention précise. Les livres, les meubles, la disposition même de la salle témoignaient d'un esprit méthodique et prévoyant. Michael passait de longues minutes devant le portrait d'Albert Richardson, cherchant dans ce visage peint un indice, une émotion qui pourrait l'aider à comprendre l'homme derrière le symbole. Ethan, quant à lui, relisait la lettre encore et encore, tentant d'en saisir toutes les nuances, comme si chaque phrase dissimulait un sens supplémentaire. Peu à peu, une décision s'imposa à eux, sans qu'ils aient besoin de la formuler explicitement. Ils ne pouvaient pas se contenter de prendre et de partir. L'héritage évoqué dans la lettre ne se limitait pas au coffre. Il englobait la terre, les plans, la maison qui avait existé autrefois et dont il ne restait plus que des traces fragmentaires. Les plans découverts dans la grange et dans la pièce souterraine devinrent leur point de départ. Ils les étalèrent sur de grandes tables, les comparèrent, les étudièrent avec une attention presque respectueuse. Avec l'aide de l'historien, qu'ils recontactèrent peu après, ils entreprirent de reconstituer l'histoire complète de la propriété. L'homme se montra profondément ému en apprenant la découverte de la pièce cachée. Il mit à leur disposition ses connaissances, ses archives personnelles et son temps. Ensemble, ils retracèrent la lignée d'Albert Richardson,
reliant des noms, des dates, des lieux. La confirmation de leur parenté, bien que lointaine, ne tarda pas à émerger des documents. Michael accueillit cette révélation avec un mélange de stupeur et de gravité. Ce lien donnait un poids nouveau à tout ce qu'ils avaient trouvé. La décision fut prise de reconstruire la maison telle qu'Albert l'avait conçue. Non pas pour effacer le présent, mais pour rétablir une continuité brisée. Les travaux commencèrent lentement, avec une minutie presque obsessionnelle. Chaque détail du plan était respecté, chaque mesure vérifiée. Les artisans engagés furent choisis avec soin, et Michael et Ethan participaient eux-mêmes dès qu'ils le pouvaient, comme s'ils avaient besoin de sentir physiquement le lien entre le passé et le présent. La grange métallique, qui avait été le point de départ de toute cette histoire, fut démontée une fois les travaux bien avancés. Sa disparition laissa un vide temporaire au centre du terrain, rapidement comblé par la terre nivelée et les premières plantations. À sa place, un jardin prit forme, lumineux et ouvert, comme un symbole de ce qui avait été révélé et transformé. Pourtant, sous cette apparente simplicité, la pièce souterraine demeurait intacte, préservée exactement telle qu'ils l'avaient trouvée. La maison achevée, Michael et Ethan y pénétrèrent un matin en silence. Les murs neufs reprenaient les lignes anciennes et la lumière traversait les pièces comme elle avait dû le faire autrefois. Ils se tenaient là, conscients que ce lieu n'était ni entièrement nouveau, ni totalement ancien. Il était la rencontre de deux époques, reliées par une volonté que le temps n'avait pas réussi à effacer. Ils continuèrent à descendre régulièrement dans la pièce cachée, non par besoin, mais par respect. Elle n'était plus un secret à craindre, mais un rappel constant de la responsabilité qu'ils avaient acceptée. Chaque visite renforçait en eux une gratitude silencieuse envers Albert Richardson, cet homme qui avait su prévoir un avenir qu'ils ne connaîtraient jamais et tendre la main à des descendants qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Avec les années, la vie sur la propriété trouva son équilibre. Les familles plus de Michael et Ethan s'y installèrent. Le jardin s'étoffa et la maison devint un lieu de rassemblement, chargé de récits et de souvenirs nouveaux. Pourtant, sous cette vie paisible, subsistait toujours la conscience de l'histoire qui avait rendu tout cela possible. Ils comprirent que la véritable richesse n'était pas enfermée dans les coffres, mais dans cette continuité retrouvée, dans la certitude que certaines décisions, même prises presque par hasard, peuvent résonner à travers les générations. Chaque fois qu'ils s'arrêtaient devant le portrait d'Albert Richardson, Michael et Ethan ressentaient la même impression, celle d'un dialogue silencieux entre le passé et le présent. Ils avaient ouvert une porte rouillée sans en mesurer les conséquences, et cette porte les avait conduits bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Désormais, ils savaient que l'héritage qu'ils portaient ne leur appartenait pas entièrement. Il était une promesse, une histoire à préserver et à transmettre, afin que le fil tendu à travers le temps ne se rompe plus jamais. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer la suite et d'autres histoires que vous verrez en premier. Regardez aussi les prochaines vidéos et partagez cette vidéo avec vos amis afin qu'eux aussi découvrent cette histoire.